Eh bah bonjour Valorant, merci d'avoir accepté l'invitation déjà. Bah merci beaucoup pour l'invitation, ravi de parler enfin un peu de tech et de app mobile. Tech, en détail, ouais, on va focus bien là-dessus aujourd'hui. Ouais. Mais j'en parle pas beaucoup alors que pourtant c'est vraiment une de mes passions depuis pas mal de temps et que c'est vraiment un truc que je trouve fascinant et que pourtant dans mon écosystème média qui pourrait être potentiellement assez fit en fait avec les questions d'app mobile, c'est pas un si gros sujet que ça dans mon écosystème. Ah, intéressant, ouais, intéressant. Ouais, bah ça va être le focus là, le podcast, c'est on te parle app et nous on va aller divaguer autour du monde des apps, mais voilà, rester un peu dans ce là, donc des gens qui font plus du marketing, plus des devs, plus du design, mais voilà, divaguer un peu autour du monde des apps là. Moi je suis plutôt marketeur, hein. Moi je sais pas bien développer pour nous. Ah bah c'est le plus important souvent dans les apps, hein, parce que les gens, il y en a qui développent bien, mais derrière ils font rien de leurs apps. Donc. Alors il y a l'inverse aussi, il y a j'ai une idée de ouf, il me faut un dev. Oui, mais en fait le dev il a autre chose à faire de sa journée que de répondre à tes demandes. Et il coûte cher en plus. Ouais, c'est clair. Ok. Bon bah let's go. Question classique. On va pas passer 10 ans dessus parce que voilà, c'est pas le sujet. Là, on va parler vraiment app. Mais qui est Valorant En quelques mots, je suis un entrepreneur. J'ai monté un groupe média qui s'appelle Le Crayon, qui se compose de 4 business units. Le Crayon promet média digital leader sur le débat, 1,5 million d'abonnés, qui est aussi une boîte de prod. Les Pépites de France, qui est un média leader sur le tourisme et le patrimoine, c'est 2 millions d'abonnés, dont une application dont on va parler. Carrément. Il y a Le Surligneur, qui est une agence de création de contenu et de relations presse pour les entrepreneurs et les entreprises. Okay. Et on a La Toile, qui est une forme de nouveau service, mais on faisait déjà en interne, mais sans trop le marketer au grand public, qui est un cercle d'influence entre les grandes entreprises et les leaders d'opinion. Ok, La Toile, ok, j'avais pas la Toile en tête. Normal, c'est récent, c'est très récent, on n'a pas encore beaucoup marketé. C'est pas un secret, mais c'est pas un truc qu'on a encore beaucoup communiqué dessus, parce qu'il n'y a pas encore eu le premier événement qui sera en fin mars. Ok, très bien. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les apps mobiles. Bien sûr. Donc, on va focus là-dessus aujourd'hui. La première, c'est Elise. Elise, ça se dit comme ça, Elise? Elise, ouais. Tout le monde disait Élysée, alors que nous, on était en mode Elise. Elise, donc voilà. Donc, Elise, plus de 3 millions de téléchargements. C'est quoi le chiffre exact? 3,6. 3,6 millions de téléchargements. 3,2 pré-présidentiel et 3,6 pré-législative. Ok, c'est absolument énorme. On ne parle pas assez dans le monde des apps. En plus, je sais pas si tu viens pas des apps du coup de base. Non, je viens pas des apps. J'avais développé ma première app en HTML qui était la première version du Crayon, ça s'appelle Crayon Politique. Ouais, j'avais entendu ça. J'ai développé en HTML et en no-code. On avait fait 10 000, 12 000 téléchargements, c'était pas grand-chose. Et mais on s'était rendu compte qu'en fait, il fallait faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Et c'est là qu'est devenu le Crayon, quoi, tu vois. Mais en fait, à la base, c'était une app et moi, je bidouillais un peu ça, j'aimais beaucoup. Et Elise, ça a été un vrai retour à ça, hyper plaisant. C'est pas moi du tout qui ai développé, c'est un brillant développeur. Et je veux vraiment lui rendre hommage parce qu'il est vraiment brillant, c'est François-Marie. Et donc du coup, j'étais avec Grégoire Cascara, qui était un peu en lead du projet, et Gaspard G, donc le youtubeur et fondateur de l'agence Intello. Et c'était vraiment un vrai projet du cœur, dans le sens où on s'était vraiment pris de notre temps libre, c'est-à-dire qu'on bossait sur le soir, sur nos week-ends, parfois un peu en journée. Et on a vraiment développé ça, vraiment des jeunes sans budget, un peu à l'arrache comme ça. Un peu à l'arrache comme ça, exactement. On a lancé une version bêta à quelques utilisateurs sans trop balancer le marketing. Ça a commencé à tout de suite prendre. Donc du coup, nous on a dû balancer le marketing dans la panique sur la bêta de l'application. D'où le fait qu'il y avait quelques bugs et quelques irrégularités. Comment ça a pris comme ça en bêta? Généralement, tu balances en bêta, t'as 10-15 gugus, mais t'as pas... Est-ce que ça c'est moi, je suis un fan je suis un grand théoricien de la viralité. Moi, c'est un truc qui me passionne. Et dans la théorie de la viralité venant du mot virus, en fait, tu te retrouvais avec la même logique que le coronavirus, qui était la logique du R viral. Le R viral, pour que les gens comprennent, c'est très simple comme concept. C'est le fait de transmettre à plus de une personne ou à moins de une personne ton virus. Si tu le transmets à plus de une personne, l'épidémie grandit et continue d'aller vers de l'avant. Si jamais c'est moins de une personne, elle est en train de décliner. Si c'est 0,9, elle décline très lentement, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, on a eu un R viral, donc quand quelqu'un téléchargeait Elise, en moyenne, le nombre de personnes à qui il en parlait était supérieur à 1, et à un moment, il avait été supérieur à 2 ou 3, et ça crée une exponentielle très très rapidement, qui faisait qu'en fait, je sais pas, toi et moi, on se fait un dîner avec des potes, on est 6, moi j'ai Elise, et je suis en mode, putain les gars, il y a une application complètement énorme et tout. Tu as toute la table qui la télécharge et qui l'utilise. C'était un truc de fou en fait. C'était vraiment un virus, quoi, au sens littéral du terme. Ok, c'est ouf. Et ça, c'est parti comment au tout début quand tu dis on a balance en bêta, c'est quoi? C'est des potes, c'est des... Ouais, exactement. C'était en gros 1000-2000 personnes, des communautés de Gaspard G, du Crayon et des engagés qui étaient l'association citoyenne de Grégoire. Ok, putain, stylé. Ouais, c'était un truc complètement dingue, mais en fait, un peu dans la veine de aujourd'hui les fascicules de programme, en fait personne ne les lit et tout le monde s'en fout. En plus de ça, si tu les lis, tu ne vas lire que ceux du camp avec lequel tu es déjà d'accord, donc ça va pas vraiment t'aider à faire ton choix. Du coup, nous on s'est dit, on anonymise les propositions, du coup tu ne sais pas d'où elles viennent.
pouvez le deviner, mais tu ne sais pas d'où elle vient. Et tu votes juste pour ou contre à chaque proposition. Et à la fin, ça te fait un pourcentage de score d'accord et de désaccord avec un candidat. Et du coup, ça a eu 3 vertus, je trouve, extraordinaires. La première, c'est de connaître toutes les mesures de tous les candidats. La deuxième chose, c'est de sortir un peu du côté quelle est la qualité du candidat, mais plutôt se poser la question de quelle est la qualité du programme. Et la troisième chose, c'est que ça permettait de faire émerger aussi des plus petits candidats comme Jean Lassalle, Yannick Jadot, Nicolas Dupont-Aignan, parce que pour la première fois, il n'y avait pas ce décalage médiatique. C'était juste jugé sur la base d'un programme. Et ce qui a été vachement intéressant, en tout cas moi ce qui m'a vraiment passionné là-dessus, c'est que on s'est vraiment rendu compte à quel point on a tapé juste. Et je pense que c'est un énorme sujet pour ceux qui font des apps. Probablement beaucoup regarderont ce podcast. En fait, c'est vraiment une app et une version extrêmement violente et radicale de product market fit. C'est-à-dire que normalement, une application qui marche, c'est une application dont le bouche à oreille est le réel levier de croissance. Ce qui est pas le cas de plein de business, en fait, tu vois. Il y a plein de business, évidemment que le bouche à oreille, c'est le graal de tous les business. Mais il y a plein de business qui ne dépendent pas du bouche à oreille. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si tu montes, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Mais une boulangerie. Une boulangerie. Bah, le bouche à oreille, non, ça va plutôt être les passants devant, la devanture, la qualité du pain et tout ce que tu veux. Si tu montes un salon de coiffure, tu vas avoir à peu près le même genre de logique. Mais si tu montes même un SaaS B2B, par exemple, tu auras beaucoup plus intérêt à aller voir des grands groupes et dégommer des contrats cadres à l'échelle d'un groupe. Ça te fera gagner beaucoup plus de temps que d'espérer que chaque petite boîte en parle à son voisin concurrent. Alors que potentiellement, s'il aime ton outil, il aura aucun intérêt à en parler à son concurrent pour qu'il ait le même outil, tu vois. C'est sûr. Donc c'est un peu ça. Et donc du coup, ça a vraiment cette vertu extrêmement puissante d'avoir vraiment percé vite le marché. Et après, c'est l'emballement. Tu vois. Et ça, je pense que tu l'as déjà vécu sur pas mal des apps que vous avez développées. Une fois que tu touches 20 000, 50 000, 100 000 téléchargements, bah du coup t'as les médias qui s'en mêlent encore plus sur notre sujet. Nous, il y a la com qu'on en fait qui a été hyper puissante. Moi, c'était ce dont je m'occupais au sein de Elise. Donc sur le crayon, sur Gaspard G, auprès d'un paquet d'influenceurs, j'ai dû envoyer mes 500 messages en une semaine, un délire de ouf, tu vois. Les gens ont trop kiffé l'app et le repartageaient partout, c'était un truc de malade. Et on s'est retrouvé à 1 million de téléchargements en 2 semaines. Putain, ouais, c'est énorme. Et comment ça, quand tu dis, c'est quoi la stratégie marketing derrière ça, en fait, finalement? Moi, la stratégie marketing que j'avais vraiment déroulée, c'était, il faut que les gens parlent de Elise comme un support, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que les gens parlent pas de Elise comme une prise de position, mais qui parlent de Elise comme une nouvelle manière de consommer une information que personne ne peut avoir. Du coup, c'est induplicable. Tu peux pas faire un deuxième Elise, donc l'attention, elle va se rediriger inévitablement vers toi. Faut choquer un peu dans la disruption qu'on en a faite, c'est-à-dire comment ça les propositions sont anonymisées. On est en mode bah oui, et du coup les gens sont en mode putain c'est dingue. Comment ça on fait un classement des candidats? Beaucoup de gens dans la politique à l'ancienne trouvaient ça choquant. Et la dernière chose, c'est aussi la founder team, c'est-à-dire 4 jeunes qui font pas ça pour l'argent. Qui font ça sur leur temps libre, tout le monde en mode il doit y avoir un piège. Donc comme ils disent qu'il y a une couille, ils vont vérifier. Et comme ils vont vérifier, ils vont en parler. Et comme ils vont en parler, ça va faire encore plus de pub sur l'app. Il se trouve que si tu me permets l'expression, on avait le cul propre, comme je pense très peu de gens ont eu le cul propre dans le truc. Il y a eu un article complètement génial, je sais pas si tu pourras le mettre au montage, de arrêt sur image sur Elise qui dit en gros 4 bourgeois d'extrême centre en gros montent une application pour modifier la démocratie. Mais en fait, si tu lis le fond de l'article dit c'est des mecs un peu qui se prennent pour des sauveurs alors que c'est des gosses de riches. En gros, c'est ça ce que ça dit entre les lignes. Mais à la fin, ils reconnaissent que c'est un truc où on n'est pas là pour faire de l'argent, un truc sur notre temps libre alors qu'on aurait 1000 autres trucs à faire, et un truc qui sert d'abord et avant tout à d'utilité publique. Eux, ils contestaient le côté d'utilité publique, mais ça, chacun son opinion. En revanche, ils reconnaissaient que nos intentions étaient les meilleures. Et ça faisait très plaisir parce que t'es en mode bon, ok, au moins on peut vraiment échanger. En revanche, ce qui m'a choqué, et ça c'est probablement le truc le plus choquant avec ça, c'est que on a vraiment tellement disrupté en fait une pratique de la vie politique que tout le monde s'en est retrouvé un peu choqué en se disant what? Ils font quoi ils font quoi parce qu'en fait, t'as à peu près 10 000 € d'investissement de Gaspard et moi. Plus, ah oui, j'allais demander, il y a combien d'argent sur la table au départ Moins de 10 000 €. Et c'est Gaspard et moi parce qu'on était tous les deux déjà entrepreneurs. Ils ont servi à quoi ces 10 000 € pour lancer l'app Ils ont servi au serveur. Serveur. Globalement, et à quelques petits trucs. Enfin, tu sais, ce qu'on appelle les 200 € par ça, par là et 200 € par là, les statuts de création de boîte pour François, Grégoire, Gaspard et moi, sur 2-3 avocats en propriété intellectuelle, un truc comme ça. Donc il y a une boîte derrière Elise? Ouais, il y avait une boîte, mais on l'a ouvert, on l'a fermé, quoi. Enfin, ouais, bien sûr. Oui.
Sûr, ouais. Mais oui, on l'avait faite juste pour protéger les intérêts de nous quatre, parce que comme ça allait très très vite, en fait, au moment où t'avais 1 million de téléchargements, même entre associés, tu te regardes en mode genre qui va essayer de tirer la couve à lui, ce que tu veux, et forcément, tu vois, en fait, ça devient irrationnel à ce stade-là, tu vois. Ouais. Et donc du coup là, sur les 3 millions d'users, ça vous a coûté que 10 000 € en guillemets en termes de serveurs et tout ça. Et moi, ce qui m'a vraiment choqué, et c'est surtout toi qui as bossé sur Paul, tu vas très bien comprendre ce que je vais te dire, tu vois. Paul, pour ceux qui savent pas, c'est une application assez proche de ce qu'a voulu faire Élise, mais sur le côté député loi, en gros. En fait, t'es tellement en train de disrupter un système politique qu'en fait les gens flippent. Et les gens flippent à 2 niveaux principaux. Le premier niveau, c'est du coup qui sont ces gens et comment vont-ils utiliser la puissance qu'ils ont réussi à acquérir. Il se trouve que d'aucune manière, parce que c'était pas notre but. Et la deuxième chose, c'est si l'État avait fait ça, ça aurait coûté plus cher, ça aurait été moins bien fait et il y aurait eu moins d'utilisateurs. Et donc du coup, ça te prouve aussi toute la démonstration que nous on voulait faire, qui était en fait notre vrai unique but de tout ça, qui était de faire un statement, de dire la société civile, les citoyens sont capables de se réunir bénévolement pour réussir à créer des projets qui améliorent la vie publique du pays, quoi, en fait. Ouais, c'est énorme. Et quand je vois parfois le déferlement de doutes, même de critiques qu'on a eu de certains camps, que ça soit le camp de Zemmour ou le camp de Mélenchon, qui ont été les deux le plus virulents sur l'application Élise, t'es en mode, mais putain, bravo, vous allez vraiment pousser les jeunes à donner leur temps gratuitement pour aider le pays, quoi, tu vois, c'est quand même assez lunaire comme truc. Ils ont tenté d'ailleurs de faire une app, la Agora, je sais pas si t'as vu passer. T'as vu Agora? Ouais, Agora, c'était très stylé. Bah, c'est Grégoire qui l'a porté. Ok, d'accord. C'est le fondateur de Élise qui est rentré au gouvernement après. Parce que, en fait, les mecs, ils ont vu Élise, ils se sont dit, tiens, on va faire rentrer enfin un mec un peu doué sur la technologie. C'est pour ça qu'ils l'ont pris. Exactement. Stylé. Et donc, du coup, ils l'ont pris parce que, lui, c'était, en mode genre, tout le monde est en mode, en fait, on veut ce type qui bosse pour l'État, du coup, tu vois. Parce qu'il est très brillant. Et il a fait Agora qui a eu, tu vois, par rapport à une application de service public, un vrai gros succès. C'est 150 000 utilisateurs de l'application. C'était un dialogue hebdomadaire avec le porte-parole du gouvernement qui posait des questions sur l'app, il répondait sur l'app et après il répondait sur son TikTok à lui, donc Olivier Véran. C'est de l'innovation démocratique. Mais t'en as parlé, ça vient de l'État, du coup ça a été mal perçu. Exactement, c'est toujours un peu le problème. Et moi je suis convaincu, après moi mon groupe, c'est important de le dire, mon groupe est rentable et a pour but d'être profitable. C'est tout le but de mon entreprise, comme toute entreprise. Mais je trouve que parallèlement à ça, que des entrepreneurs donnent de leur temps, de leurs compétences ou de leur argent pour financer des projets d'utilité publique qui n'ont pas forcément pour but de rentabilité, en tout cas au début, je trouve ça extrêmement sain. Ouais, c'est clair. Pour même te prendre un exemple sur un truc un peu différent, mais c'est une app aussi. Le petit frère de Grégoire, il a monté une application et une communauté qui s'appelle Exacup. C'est une communauté de 20-25 000 footeux qui créent des équipes, se retrouvent entre équipes pour jouer ensemble au foot. Ok, stylé, je connaissais pas. Incroyable. Je sais pas si t'es fan de foot. Ouais, carrément. Moi, je suis fan de foot. Est-ce que tu joues autant au foot que tu voudrais? C'est sûr, surtout sur Annecy, moi, il y a pas toujours du monde qui joue au foot et tout. Quel est le plus gros problème? C'est de se mettre en relation, en gros, grosso modo, c'est un peu ça, C'est un peu ça. Voilà. Exacup, c'est une app qui fait ça, Exacup. Ok, je connais pas, j'ai regardé ça. C'est une énorme dinguerie, cette app. Petit frère, du coup, de Grégoire. Donc, comme quoi, ils sont bons, les frangins. Et en vrai, ça, aujourd'hui, c'est encore très associatif comme projet, mais je pense que ça deviendra de plus en plus entrepreneurial au fur et à mesure que ça grandira. Mais t'es en mode, putain, merci. Ça crée de la valeur pour la société, tu vois. Et en vrai, les applications, ça peut prendre plein de formes. Moi, celle qui m'intéresse le plus, c'est comment on crée de la valeur pour la société. Après, tu peux décider de créer de la valeur pour la société, mais de pas toi en capter et du coup de faire un truc bénévole, comme ce qu'on a fait sur Élise. Ou tu peux décider de créer de la valeur pour la société et en capter et de faire de l'argent comme un business, comme ce qu'on fait avec les pépites de France. C'est juste que moi, ce qui m'intéresse dans les apps, c'est comment tu utilises la technologie comme levier pour réussir à faire des choses qui apportent de la valeur aux gens. Et si possible, qui ne détruit pas par ailleurs d'autres choses, tu vois. Ouais, non, c'est clair, TikTok, par exemple, moi, il y a quand même un truc où je suis obligé de me peindre. Quand je dis TikTok, c'est pas TikTok, c'est-à-dire tout ce qui ressemble à l'algorithme TikTok. Donc ça inclut d'autres trucs. T'es obligé de t'interroger au côté vortex infini que ça comporte, tu vois. Et ça veut pas dire que je critique ça, parce qu'il y a aussi des choses merveilleuses sur TikTok, sur Insta, sur YouTube et tout. YouTube, format court, pas ce format long, c'est juste 20 sur 20. Mais t'es obligé de t'interroger en termes d'impact sociétal que ça a. Il y a un documentaire que j'ai déjà regardé, mais que j'ai regardé, qui est Derrière nos écrans de fumée. The Social Dilemma. Ouais, je l'ai vu, sur Netflix. Ça met un petit coup de froid. Ça met un petit coup de froid, un petit coup de froid, tu vois. Ouais. Par rapport à Élise, j'ai une question, moi. Quand tu vois que t'as, 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions d'utilisateurs, est-ce qu'il y a un moment où vous êtes regroupés, vous êtes dit, est-ce qu'on peut faire de l'argent avec ça? Pas du tout, ça a jamais été sur la table. En tout cas, moi, ça a été mon combat. Moi, ça a été mon combat. C'est les 3 autres associés qui étaient, ou pas hyper chauds, ou même carrément contre. Et, avec le recul, je comprends. Vraiment, sur le moment, j'étais un peu frustré. Je trouvais ça dommage parce que je trouvais que moi, mon avis, c'était même que le message était encore plus beau si on gagnait de l'argent. Ah ouais. Ça voulait dire à toute une génération d'entrepreneurs,
faites des choses d'utilité publique, vous serez rentable de l'avoir fait. Ouais. Mais c'était pas du tout ce qu'avaient en tête mes 3 autres associés. Et là-dessus, je le respecte complètement. Et puis moi, j'ai toujours été un gars très démocratique. C'est ce que vend le crayon aussi. Ouais. Je me plie face à la majorité. Et en gros, il y avait 3 modèles de revenus possibles. Le premier modèle, c'était de donner les pourcentages de chaque vote en échange de payer 5 € par mois. Ça changeait pas l'expérience gratuite. Enfin, 5 € par mois, 5 € tout court. Ça changeait pas l'expérience gratuite, mais ça permettait de dire aux gens, si vous êtes en plus curieux de savoir ce que les gens ont voté par rapport à vous, tu mettais le pourcentage sur le nombre de gens qui avaient voté. Je suis sûr que sur 3,6 millions de téléchargements, tu aurais pu avoir 100 000 utilisateurs payants. Ouais, c'est 3% généralement qui payent en plus là sur un petit prix. Ouais, tu vois, moi ça ne fait qu'un demi-million gagné en 3 mois, quoi. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu, ouais, c'est quand même pas rien. Ça, c'était le premier modèle. Deuxième modèle, c'était faire des sondages que tu vends aux chaînes de télévision. Parce qu'on avait une masse critique de sondages possible. Mais ça, on a supprimé les données parce que les gens il y avait trop de risques de défiance auprès de notre projet à cause de la question sensible des données. Et la troisième, c'était d'intégrer de la pub. Mais ça, même moi, j'étais pas hyper à l'aise parce que je trouvais ça bizarre de mettre une pub pour du fromage, un vélo ou une bagnole au milieu de est-ce que vous voulez plus de nucléaire en France? Ouais, et puis faut voir la pub qui tombe aussi en rapport avec les trucs. On sait jamais. Ouais, les pubs, c'est compliqué, hein. Faut un gros trafic pour avoir. Après, vous l'aviez. Le trafic, on l'avait, mais c'était plus que je trouvais que ça envoyait une image très cheap de ce qu'on faisait. Ouais, bien sûr, ouais, les pubs, c'est compliqué. Et je fais attention, moi, à ce truc-là, beaucoup, parce que je trouve que les gens mesurent pas que la perception des gens, elle peut être liée à des détails aussi simples que celui-là. Et que je trouve que toute application, par exemple, tu sais, où t'as des pubs, espèce de pubs abominables qui pop-up avec des jeux complètement n'importe quoi, des fans partout. C'est horrible, mais ça marche bien. Oui, mais ça marche très bien, mais ça détériore la qualité de perception de l'app. Donc, pour un type d'app, c'est hyper pertinent, mais pour des apps un peu plus statutaires, en mode genre, enfin, tu verrais une pub comme ça dans Le Monde ou dans Le Figaro, tu trouverais ça hallucinant, quoi. De toute façon, il y a plus aucune grosse app qui fait ça maintenant aujourd'hui. C'est que des jeux à la limite, tu vois ça, mais sinon, c'est sûr que. Ouais, des mobile games, ouais. Parlant toujours d'argent, est-ce qu'on vous a proposé de racheter Elise? On nous a pas proposé de racheter Elise. On nous a approché pour savoir comment récupérer les données, tout ce qui va avec. C'était qui ça? C'est des partis politiques? Je le dirai pas parce que c'est trop sensible, mais globalement, il y a eu un peu de tout. Il y a eu des gens qui étaient dans la politique, il y a eu des gens qui étaient dans le business, il y a eu des fonds d'investissement, et il y a eu une personne, j'ai l'impression que c'était étrange, enfin que c'était des pays étrangers, mais je sais pas avec certitude parce que c'était un Français, mais qui avait l'air d'être pour des pays étrangers. On a juste dit non à tout le monde sans. Mais très gentiment, hein, pas en mode comment ça, et tout, on était juste en mode non, c'est vraiment pas du tout le projet, quoi. Genre si un mec ou une meuf venait avec 5 millions d'euros et vous disait je vous rachète une d'Elise, non, en revanche, si l'État nous avait proposé, on aurait dit oui. Parce que du coup, on aurait estimé que l'État est probablement la meilleure personne pour faire perdurer une application comme celle-là. Bien sûr. Mais ça avait été, je sais pas, un institut de sondage, pourquoi pas, tu vois, on aurait été prêt à discuter avec des acteurs qui étaient dans la même catégorie que ce qu'on essaie de créer, mais que ça soit un fonds d'investissement, un parti politique ou une puissance étrangère, c'était clairement un truc où à vie, je m'en serais voulu d'avoir fait un move contre l'utilité publique qu'on cherche à créer, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est en fait, c'est quoi ce que je veux dire, mais c'est comme si tu crées une marque éco-responsable pour lutter contre la fast fashion et tu te fais racheter par une marque de fast fashion. c'est sûr, par Chine. Tu vois, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ça empêche pas que c'est un truc que tu peux imaginer. Tu peux trouver un discours à ça. Autant pousser les marques de fast fashion à se réinventer, tu vois. Donc tu peux. Mais c'est trop touchy. Et puis surtout, en plus, il s'agissait de notre image, hein. Non, c'est montrer à visage découvert pour que tout le monde ait la plus grande confiance possible dans l'app. Non, j'ai pas envie que notre image elle soit associée au fait de comploter avec des partis politiques, des puissances étrangères ou des fonds d'investissement sur des sujets qui touchent très directement à la démocratie. Ouais, c'est sûr. Parce que mine de rien, t'as quand même 3,6 millions de personnes qui ont potentiellement fait évoluer leur réflexion électorale avec une application, quoi. Ouais, non, c'est sûr. C'est pas rien. C'est quasiment 10% des électeurs. Ouais. Et là, on parle souvent des apps, des datas sur les apps et tout. C'est quoi vos tranches d'users sur Elise, par exemple? Sur Elise, on a, tranche d'âge, pardon. Sur Elise, ce qui était assez étonnant, c'est qu'en fait, plus de la moitié était de plus de 30 ans. Ça, c'était hyper intéressant parce que tout le monde pensait que c'était l'app pour les jeunes. C'était ça le but à la base. Mais en fait, t'avais plus de 50% des utilisateurs qui avaient plus de 30 ans. Donc pas si jeunes que ça. Truc vachement intéressant sur les données, on a supprimé les données quand on avait 1,8 million de téléchargements. On les a supprimés. C'était juste avant de passer chez Hugo Décrypte. On avait 340 millions de points de données à ce moment-là, ce qui, d'après beaucoup d'experts qu'on a rencontrés, est à ce jour la plus grosse base de données de l'histoire de la politique française. C'est énorme. Qu'on a constituée en un mois, quoi. C'est ouf. C'est ouf.
Derrière, tu sais les technos qu'il y a derrière ça ou pas du tout? Non, c'était méga simple. On était en React Native pour le coup. React Native, ouais. On a fait un truc méga simple. La base de données, elle était sur un hébergeur. Enfin, on a fait vraiment comme des petits gars, comme des petits gars qui font leur app cool entre potes, quoi, en fait, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Souvent, on dit quand on a avoir beaucoup d'users et tout, faut que ce soit une app parfaitement faite et tout. Non, on s'en fout. Parfois, faut aller à l'essentiel. Exactement. En revanche, François a toujours eu une approche que je recommande à tous les développeurs d'avoir, qui est une approche qui est extrêmement UX. Oui, bien sûr. Oui, ça, on est d'accord. Oui, mais je le dis parce qu'il y a beaucoup de devs pour avoir bossé. Vraiment, j'ai fait beaucoup de trucs tech. Il y a beaucoup de devs qui peuvent avoir ce truc de la techno, elle est nickel. Et t'as mode, c'est moche. Ouais, c'est ça. Genre, c'est vraiment moche, tu vois. Et le truc, c'est que moi, étant plutôt du côté product marketing manager ou product manager ou product marketing manager ou marketing tout court, je suis en mode ouais, mais en fait non. Les gens ils veulent pas ça. Complètement. Pourquoi Netflix est encore le numéro 1 dans l'esprit de tout le monde sur les SVOD? Parce que l'UX de Netflix est bien meilleure que celle de Disney+ et que Amazon Prime pour l'instant. Oui, bien sûr. Et donc du coup, c'est pour ça que Netflix garde une certaine forme de légitimité, de crédibilité, d'assise sur ce domaine-là, alors que pourtant ils sont clairement en train de se faire concurrencer frontalement par Prime Video, qui est une stratégie que je trouve éblouissante, et de Disney+, qui a clairement les meilleurs IP de toute la place, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et Netflix garde cette spécificité parce que l'UX, c'est l'UX, c'est ce qu'on pousse chez les ignobles, hein, UX à fond. Pour moi, le design est plus important que la techno, largement. Et tu vois, je trouve que l'UX de Paul est très très stylée. Très brute, très clean, très officielle et tout. Pas de fioriture, vraiment simple mais efficace, quoi. C'est un peu, ça fait vraiment, app étatique. Ça fait app gouvernemental, tu vois. Ouais, c'est ça, simple. Ouais, c'est un peu l'idée, C'est un peu l'idée. Ok, bah, pas mal pour Elise. Est-ce que vous avez, non, alors, si je devrais refaire Elise aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment sur l'app? Est-ce que vous changeriez des trucs, ou sur la strat, ou sur les paiements, les données, je pense que je ferais vraiment une stratégie différente sur les données, c'est-à-dire comment on fait en sorte de ne pas avoir à supprimer ces données pour continuer de garder la confiance des gens, tout en pouvant utiliser ces données pour réussir à créer des solutions démocratiques extrêmement concrètes. Parce qu'en fait, mine de rien, avec Elise, on avait potentiellement la possibilité de savoir si jamais il y avait une majorité de gens pour un sujet. Et c'est con, mais ça peut permettre de pouvoir faire passer en force peut-être pas, c'est pas le bon terme, mais en faire passer beaucoup plus facilement des plébiscites, mais qu'on met jamais sur la table. Potentiellement sur le sucre et l'alimentation, potentiellement sur la pornographie, potentiellement sur le nucléaire et l'énergie, potentiellement sur la mobilité. Il y a un paquet de sujets sur lesquels, en fait, t'as 70-80% des Français d'accord. Pourtant, c'est des sujets qui n'avancent pas parce qu'ils sont pas au calendrier législatif. Mais en fait, c'est une énorme erreur, cette idée-là, parce que la réalité, c'est que s'il faut réguler sur la pornographie des mineurs, par exemple, qui a un exemple qui a été récemment débattu à l'Assemblée nationale, en fait, comment le gouvernement français n'a pas légiféré pour qu'il y ait une impossibilité pour des gens de moins de 18 ans de pouvoir aller consulter des sites pornographiques. Parce qu'on est tous d'accord. Tu vois ce que je veux dire? On est tous d'accord sur ce truc-là. Bon, allez, à 90%, tu vois. À 90% d'accord que c'est anormal qu'un gamin de 13 ans, il ait juste à dire, oui, j'ai plus de 18 ans. Ça suffise, tu vois. Ça, j'avais compris, ces petites pop-up, là. Ça, c'est assez marrant. Après, ils ont pas tous la main dessus. Mais Apple a montré aussi qu'on peut, l'Europe a montré qu'on peut pousser un peu des acteurs comme Apple à se bouger un peu, quoi. Exemple très simple. Je crois que c'est en train d'arriver en ce moment, mais je veux pas dire de bêtises, donc si jamais je me trompe, j'ai pas dit ça, de manière certaine. Bien sûr. Je crois qu'on est en train de pousser en France pour avoir la carte d'identité, sur mobile, directement. Ouais, c'est fait, là. C'est fait, là? Ouais, c'est fait, c'est sorti, là. Ça, c'est de la frappe. Énorme, ouais, ça, c'est bien, Ça, c'est de la frappe. Ouais. Et ça, c'est de la frappe. Et du coup, ça veut dire que de manière privée et de manière interne à ton wallet Apple, tu vois, ton Apple Wallet, tu peux réussir potentiellement à valider ton identité pour aller sur un site porno, sur un site de paris sportif, je sais pas, mettons un truc pour prendre des scooters électriques en libre service. Enfin, tu vois, c'est une vraie innovation de rupture. C'est pas obligé d'envoyer ta carte avec des vieilles ongles, tu sais, après tu te filmes, montre-toi comme ça, achat et tout, les trucs. C'est bien. Le gouvernement dit que ça, c'est ma carte d'identité, laisse-moi moi l'envoyer aux gens. Enfin, tu vois. Ouais, non, mais carrément. Et après, tu veux tester pour voir si ça aura pas trop d'escroquerie d'arnaque. Tu sélectionnes 10 000 Français, 100 000 Français, tu le fais pour eux, et puis si au bout de 2 ans, tu vois que c'est positif, let's go, tu vois. Ouais, c'est clair, Non, complètement. Tu gères ton pays comme tu gérerais une boîte compétitive. Il y a plein de sujets où un pays ne doit pas être géré comme une entreprise, et heureusement. Mais il y a certains sujets comme ceux-là, où ces sujets d'innovation, il faut que l'État soit compétitif. Ouais, complètement, Ouais, ça, on est d'accord. Non, voilà, en tout cas, petit aparté, Elise. En tout cas, c'était vachement intéressant de voir un peu ton retour là-dessus. Parlons maintenant de Pépites de France. Vous avez levé 1 million d'euros, vous avez racheté Pépites de France, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que Pépites de France? Les Pépites de France, c'est le média digital leader sur le tourisme et le patrimoine en France. C'est plus de 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, avec notamment une grosse présence sur Instagram. Et c'est une application de 350 000 utilisateurs, dont 5 000 payants.
selon les derniers chiffres. Donc en version premium. C'est quoi? C'est de l'abonnement? C'est de l'abonnement exactement annuel et bientôt l'abonnement mensuel arrive, donc ça fait très plaisir. Qui sert en gros, qui est une carte de France, pas interactive, mais pas dans le sens où tu peux rajouter des lieux. Tu peux nous en suggérer, mais nous on les valide à mano. Et en fait, nous, on est là à te pousser les meilleurs endroits de France que nous on a sélectionnés selon notre expertise d'avoir mappé tout le territoire français. Okay. Du coup, toi, tu te dis bon, je suis à Annecy, j'ai envie de me faire un petit week-end, j'ai pas envie de bouger trop loin de chez moi parce que tu sais, flemme quand même d'aller bouger pour trop loin. En revanche, qu'est-ce qu'il y a de cool envers Annecy? Tous les villes de France, t'as l'onglet pépites naturelles, donc le paysage, et l'onglet pépites du patrimoine, donc le côté plus lieu bâti par l'homme. Et ces deux trucs-là, bientôt d'autres arriveront évidemment. Ouais. Et du coup, t'es en mode genre, bah, en 1 heure de bagnole, je peux faire 2, 3, 4, 5 lieux incroyables, qui sont trop beaux, qui sont des petits coins cachés, qui sont porteurs d'histoire ou porteurs de tradition et tout, et qui permettent vraiment en fait de connecter les gens avec leur territoire, tout simplement. Et quand je dis leur territoire, c'est pas le côté, je suis pas en train de dire, nous on est là en mode les régions c'est trop bien et tout. Oui, ouais. Évidemment que les régions c'est trop bien, mais c'est même pas le sujet. Le sujet c'est de se dire, les gens ils sont là en train de rêver de Bali, de Dubaï, du Brésil, de New York. Alors que New York, de Dubaï, le Brésil et Bali sont en train de rêver de Paris et de la France, en fait. Ouais, c'est clair. Ouais, on a des trucs très beaux à côté de nous. Ouais, c'est clair. Ouais. Un Américain va mieux connaître la France après avoir fait 3 semaines en France qu'un putain de Français, quoi. Ouais. Bon, on l'a vu pendant le Covid, hein, quand on pouvait plus bouger, on se dit putain, ouais, en France, c'est des trucs quand même pas trop mal. Ouais, non, c'est clair. Ouais, et clair. Ça, nous, toute la mission des Pépites de France, c'est de faire en sorte que les gens se rappellent que leur pays est le plus beau du monde. Okay, et si tu me permets, là, c'est même pas une opinion, c'est les statistiques. 90 millions de touristes chaque année, premier pays du monde. Ah non, ça, on est bien d'accord. Ouais. Et donc 300 000 users, c'est quoi? 300 000 installations, tu veux dire? 350 000 téléchargements. Ok, et 5 000 personnes qui payent. Qu'est-ce qu'on paye sur cette application? C'est intéressant pour les gens. On paye 4 choses. Enfin, la quatrième est en train d'arriver. Première chose qu'on paye, c'est le fait d'avoir tous les lieux qui sont révélés. Parce que la version gratuite, t'as 65-70% des lieux qui sont au public, mais il y en a 30%, 35% parmi les meilleurs. Ah, j'allais dire, ouais, comment tu te bases pour cacher des lieux? On essaie de prendre un peu les trucs. Déjà, les trucs où il peut y avoir moins de touristes. Okay. Parce que le lieu est moins, on va dire, a moins la capacité d'accueillir 10 000 personnes, on va dire. Ouais, bien sûr, ouais. Et aussi à quel point il est original, que peu de gens le connaissent, qu'il est unique, qu'il est incroyable. Deuxième chose, c'est des offres avec différents partenaires qui te permettent de payer moins cher ton musée, qui te permettent de payer moins cher ton hébergement, qui te permettent d'avoir des réductions dans un restaurant qui est juste à côté de la pépite en question et tout ce que tu veux. Ouais. La troisième chose, c'est de pouvoir réussir à vraiment mapper le territoire sur demande, c'est-à-dire en fait pouvoir commencer à créer des parcours utilisateurs de, en fait, mettons n'importe quoi, je suis à Bordeaux, je vais me faire un trajet en bagnole jusqu'à Paris, quelles sont les pépites que je peux avoir sur mon trajet? Et du coup, tu mets Bordeaux-Paris, c'est pas vraiment mode Waze non plus, hein, mais tu fais clic Bordeaux-Paris, et là, derrière, ça va te réactiver toutes les pépites que tu peux trouver sur ton trajet, qui fait que tu passes d'un trajet de n'importe quoi, 5 heures de bagnole à un trajet un peu à 8 heures de bagnole, mais t'auras vu 5, 6, 7 pépites de France extraordinaires. Et le dernier qu'on est en train de mettre en place, c'est une newsletter payante pour des offres, des avantages, plein de trucs pour que tu payes beaucoup moins cher et que tu puisses avoir des opportunités touristiques et patrimoniales françaises uniques. Okay, et là, on est en train de discuter avec différents partenaires de ouf, dont des trucs un peu stylés, genre la SNCF ou le Tour de France. Donc des trucs qui peuvent vraiment permettre à des gens d'avoir des vrais avantages de ouf dans des choses qui en comptent vraiment, tu vois. Ok, intéressant. Tu parles de partenaires, là, c'est souvent le truc sur les apps. Les gens, ils veulent aller voir des marques pour qu'elles payent un peu les trucs sur les apps. Comment vous allez dealer avec les marques pour qu'elles vous aident, ou avec les partenaires pour qu'ils vous aident un peu sur l'app? Comment ça se passe? C'est très simple. C'est qu'en fait, nous, on estime et on catégorise que toute la partie gratuite de l'app, c'est comme si c'était du contenu sur les réseaux sociaux. Donc rien ne nous empêche de faire du brand content, tu vois. Ouais. Et en fait, là-dessus, on a pitché un deal à une grosse boîte. Malheureusement, ça s'est pas encore fait. Ça se fera peut-être. Mais le but, c'était de créer un onglet pour la boîte, de répertorier tous les lieux qu'elle voulait qu'on répertorie, qui sont des lieux de ouf, hein, d'ailleurs, hein, qu'on soit d'accord. On sait pas, on n'allait pas mettre des lieux horribles du genre le boulanger en bas de chez moi. C'était pas ça, non pas que le boulanger en bas de chez moi soit horrible. Et c'était des lieux vraiment hyper stylés, tu vois, de pop culture, tu vois. Et cet onglet-là permet aux gens de pouvoir redécouvrir l'entreprise qui nous payait beaucoup mieux à travers des lieux très ancrés dans le territoire national, tu vois. Ouais. Okay. Voilà, c'est un truc que moi, je sais pas si ça se fera un jour, mais c'est un truc que je rêve de faire avec différents partenaires. Sur le côté, on a des lieux incroyables, comment on réussit à les mettre en avant, y compris en les brandant avec des partenaires, tu vois. Ouais. Moi, je rêve de pouvoir bosser avec le ministère de la Culture pour que le ministère de la Culture, littéralement, nous paye
pour qu'on mette en avant les lieux que eux valident comme étant ceux du pass culture, ceux qui relèvent notre jeunesse d'un point de vue de l'éducation, de la compréhension du pays, de la connaissance de l'histoire. J'ai vu qu'il y avait, je sais plus quel chiffre complètement dingo. C'était quoi déjà? C'était il y avait un jeune sur deux qui était pas capable de te dire quelle était la date de la Révolution française, un truc comme ça. Ouais, ok, ouais, j'étais en mode mais what the fuck, tu vois. Ok, je vois le délire. Là, ils sont en mode, on se retrouve à Bastille et tu sais, ils sont pas en mode prise de la Bastille quoi dans leur tête. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois le et délire, ça, moi, je pense que tu vois, sur le ministère de la Culture, ministère de l'Éducation, ministère du Tourisme, il y a des vrais trucs solides à faire avec les Pépites de France. Ouais. Je ne disclose rien, mais il y a évidemment des discussions en cours avec différents partenaires, tu vois. Trop bien. Ok. J'aime bien parler aussi chiffres dans les apps mobiles, parce qu'il y a beaucoup d'apps, on sait, la plupart des apps génèrent pas d'argent aujourd'hui, c'est très dur de lancer une app, c'est très dur de faire de l'argent avec une app. Aujourd'hui, les Pépites de France, tu m'as dit c'est 5000 abonnés, est-ce que t'as un ordre d'idée de combien ça rapporte par mois? Ça a rapporté 100 000 euros en 2023. Okay, pas mal. Et on espère que ça soit par le côté premium ou par le côté partenariat, on espère faire sur l'app au moins 250 000, mais on serait vraiment content si on faisait 300 000 cette année. Ok, là c'est que sur l'app, ouais, exactement. Okay. Sachant que c'est important de le dire, ce sont des abonnements annuels pour une bonne partie d'entre eux, donc c'est du recurring. Ouais, donc c'est-à-dire que sauf s'ils se désabonnent, ça retombe l'année prochaine pour nous et ils continuent d'avoir de plus en plus de valeur ajoutée, des nouvelles pépites qu'on upload. Et ça coûte combien à l'année les Pépites de France? Aujourd'hui, donc du coup je vous pousse les gens à se précipiter. Aujourd'hui c'est 29 euros par an. Okay. Ça va bientôt passer à beaucoup plus. Enfin beaucoup plus. À 49 euros par an, tu vois. Simplement parce que comme on va mettre l'abonnement mensuel, ça nous permettra à nous de pouvoir faire des shorts. Et puis nous là on va commencer aussi à se mettre dans une logique de drop. C'est en fait, on va s'unir avec différents partenaires, des partenaires dans la restauration potentiellement, des partenaires dans le patrimoine, dans le sens musée, histoire de France que tu veux, des partenaires dans les châteaux, tous ces trucs-là, différents partenaires, et on va essayer de faire des drops communs pour réussir à se dire, ok, en fait, on unit nos forces de deux entités. Et on fait un gros lancement, comme un peu les infopreneurs font avec des lancements de formation. Sauf que nous, c'est un lancement d'une consommation lifestyle, tu vois. Ok. Ah, intéressant, ouais. Ok. En plus, nous, on fait beaucoup d'AB tests sur les paywalls et tout, les écrans de paiement. Et c'est vrai que quand t'as deux offres différentes, je sais pas, vous avez qu'une offre, du coup, l'annuel, vous, actuellement? On a annuel et à vie. Ok, annuel et à vie, donc c'est un paiement unique, quoi. Ouais, exactement. Et c'est vrai que quand t'as du mensuel, ça va peut-être augmenter aussi le nombre de personnes qui disent, bon, allez, je prends un pour un mois, mais pas pour l'année, et du coup, ça, c'est intéressant. Ouais. Et en plus, généralement, enfin, la rétention est très très forte, mine de rien, dans l'application des Pépites de France. C'est-à-dire que, là, sur le mois, je sais pas les chiffres du mois de février, enfin, je les ai pas regardés, d'ailleurs, surtout, c'est pas que je les ai pas regardés. Sur le mois de janvier, on a eu, 90 000 connexions uniques. Ok, ouais, pas mal. C'est quand même, après, je connais pas, t'as probablement un plus gros benchmark que moi, tu vois. Et j'étais en mode, t'es à plus de un quart de tes téléchargements qui sont connectés, au moins une fois, là, très récemment. Ouais. C'est énorme. Généralement, 70% au bout de 3-4 jours, ils utilisent l'app une fois et après ils reviennent plus, quoi. 70%. Donc là, vous, c'est plutôt bien, ouais. Putain, c'est plutôt bien. Plaisir, ouais, quand t'as une personne c'est quoi, une personne sur 4, du coup, qui s'est connectée le mois de janvier. Ah, c'est énorme. Non, c'est plutôt bien. Et on a, là, pour le coup, ce chiffre-là, je te le donne de manière pas du tout sûre, mais je le donne quand même pour que ça donne un ordre d'idée aux gens. Bien sûr. Je crois qu'on a eu, on est en moyenne à genre 35 000 personnes qui viennent au moins une fois par semaine. Ok, c'est pas mal. Et que c'est actif, ouais. Ouais, c'est propre. Ok, lourd. Et du coup, si on parle encore. Oui, c'est vrai, t'as raison sur les coms, les gens, ils sont en mode, on a fait 3 millions de téléchargements. Et t'es en mode, oui, mais combien d'utilisateurs actifs et tout. Je parlais tout à l'heure, oui, on est top 1 des stores, machin. Déjà, top 1 de quoi? À quelle catégorie, déjà? Actualité avec Paul, on est souvent dans le top 5, mais top 5 actualité, t'as pas non plus, t'as Twitter, Reddit. Derrière, t'as plus grand monde, quoi, derrière. Donc, faut faire attention quand on voit les chiffres, ça veut pas dire. Et Twitter, ils sont pas dans la forme de leur vie d'un point de vue des téléchargements. Oui, en plus, ouais. Et puis, c'est des apps qui sont top 1, mais pas toute l'année. VS top 1 pendant 5 heures pour une personne, donc ouais, c'est différent. C'est un peu comme les podcasts. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est con, mais d'un point de vue de marketing, c'est très malin de la part de l'Apple Store. Ouais. Parce que du coup, ils permettent à beaucoup plus de monde d'avoir été top 1, top 5 ou top 10 de quelque chose, comme Apple Podcast et Spotify Podcast. Ouais. Du coup, les gens en parlent parce qu'ils sont fiers. Du coup, ça fait du referral. Du coup, ça crée d'activité. Du coup, ils font du business, tu vois. Ouais, c'est ça. J'ai été top des podcasts. Mais c'est bien. C'est pas con, hein. C'est pas con du tout. Tu sais, un podcast, tu fais beaucoup de chiffres. Mais vraiment, un vrai chiffre, mais un chiffre un peu genre, tu fais 1500 écoutes sur un podcast en business en, on va dire 48 heures, mettons. Ouais. Tu vas te retrouver dans le top 10 épisodes, hein. Ouais, c'est vrai, ça et du coup, tu vas faire ton screen, ton post LinkedIn, ta story. C'est bon, les gars. J'ai tout craqué alors que ça a duré une journée. Là, c'est intéressant, ouais. Toujours en parlant de chiffres, vous avez racheté les Pépites de France. Comment ça se passe? C'est toujours intéressant pour ceux qui vont acheter peut-être des apps. Comment on achète une app? Est-ce qu'elle est restée sur leur compte? Est-ce que vous avez récupéré Non, on a acheté le média, en fait, au global. Ah, c'est le média global. On a acheté au global le média, mais ça nous intéressait beaucoup parce qu'il y avait une app. C'est qu'en fait, toute la thèse du crayon, c'est de créer des médias dans lesquels les gens ont confiance. Et après, d'avoir des produits ou des services derrière ces médias, que les gens vont, une petite partie ou une bonne partie de l'audience vont aller acheter, pas seulement parce qu'on fait des vues,
mais surtout parce qu'ils ont confiance dans ce qu'on fait. Donc en fait, nous, notre KPI numéro 1 sur nos médias, c'est la confiance, c'est pas les vues. Je préfère qu'on fasse moins de vues, mais que notre indice de confiance soit hyper haut, qu'on fasse plein de vues, mais que notre indice de confiance soit hyper bas. Parce que je sais pas citer de chaînes de télévision ou de médias ou de radio pour des raisons évidentes, j'ai pas envie de les critiquer particulièrement, mais qui ont beaucoup de vues, mais pas un haut taux de confiance. Ouais, je vois très bien, Ok, intéressant. Et nous, c'est ça vraiment qui nous obsède. Et en plus, c'est important de le dire, parce que mon discours peut-être paraître comme ça. On donne pas de leçons de morale, hein. On essaie juste de penser différemment comment on optimise nos objectifs. C'est pas, on dit pas, nous, on a raison, parce qu'on optimise la confiance. On estime juste qu'aujourd'hui, c'est le plus gros besoin des gens. C'est la confiance dans les médias. Parce que les vues, ils se feront attraper par des vidéos différentes. Tu seras toujours en compétition avec, c'est con, mais avec un Abrège frère. Enfin, tu vois. À partir du moment où, je sais pas, d'un point de vue de l'audience, des vues sur un réseau social, tu vas avoir dans le même réseau social, donc potentiellement compétition, un Abrège frère et un Le Figaro, ça a plus aucun sens, ton truc. Donc en fait, t'es obligé d'avoir une autre verticale que les vues, parce que les vues, Abrège frère, il en fait plein. Est-ce que pour autant, je sais pas, tu prendras un abonnement mensuel de Abrège frère? Non, pourtant tu pourrais le prendre au Monde ou au Figaro. Ou au Pépites de France, du coup. C'est t'as l'abonnement au Pépites de France, les amis. Let's go, Pépites de France. 29 combien tu m'as dit? 29, ouais. 29 et l'hebdomadaire, il va être à combien? Mensuel. Mensuel, pardon. Mensuel, on va probablement le mettre à genre 4, un truc comme ça, tu vois. 3,90 ou 4,90, on hésite encore. Ok, cool. Et après, on a parlé des serveurs d'Élise, 10 000 euros, etc. Pépites de France, ça coûte combien par mois? Pas tant que ça, je pourrais pas te dire exactement. Là, on a recruté un dev, on a d'ailleurs plus que recruté un dev, on a internalisé le dev des anciens propriétaires de l'app. Qui était plus en freelance de temps en temps et tout. Et on a recruté un product marketing manager de chez Shine. Ok, stylé. Donc ça va faire un beau. Ouais, bien sûr. Mec, vraiment, nous, on débarque en mode. Genre on a envie de faire des Pépites de France une app centrale dans la vie des gens de qu'est-ce que je peux faire de cool ce week-end d'un point de vue un peu culturel, touristique, beau pays, enfin voir le pays quoi, tu vas voir un peu de pays. En gros, on va dire que t'as la catégorie un peu ciné, laser game, je sais pas, on va dire paintball ou même tennis, tu vois. Ça, c'est un truc dans lequel nous, en tout cas pour l'instant, on n'est pas en train d'aller. En revanche, tout ce qui est musée, balade, randonnée, visite de château, des trucs comme ça, le but c'est qu'on devienne l'application numéro 1 et limite la seule que les gens aient en tête sur ces sujets-là. On va pas aller sur la restauration et l'hôtellerie pour l'instant. On va pas aller sur les activités un peu fun pour l'instant. On s'entendait pas de le faire, mais pour l'instant c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de devenir l'alpha et l'oméga de ce qui se fait sur le côté lieu à visiter, dans le côté paysage naturel, patrimoine et lifestyle dans le côté des caves à vin, des dégustations de pâtisserie, enfin des trucs un peu comme ça quoi. Ok, très bien. Eh ben écoute, c'est pas mal, enfin bon petit tour sur les Pépites de France. Comment ça se passe quand on rachète un média comme ça? Tu gardes l'équipe avec? Comment ça se passe? Non, parce que eux ils étaient 2 cofondateurs et des freelances. Donc les freelances on les a gardés un petit peu au début, mais moins maintenant parce qu'on a internalisé. Et les 2 fondateurs, il y en a un qui est resté 3 mois pour faire la passation, Lucas que j'embrasse, et Erwan qui lui est sorti pour le coup tout de suite et tout, parce qu'il avait un projet d'immobilier sur le feu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il revendait aussi. Ok, ça marche. Voilà, mais ça a été assez difficile, beaucoup plus lent et long que je le pensais, parce que pour les gens qui rachèteront un jour des boîtes, anticiper ça, le temps d'onboarding d'une boîte que tu rachètes, c'est pas c'est bon, on va focus un peu 10 jours et ça va le faire. C'est potentiellement 2-3 mois de 1 jour ou 1 jour et demi par semaine de quelques personnes, tu vois. C'est vraiment c'est lourd comme process de racheter une boîte. En revanche, c'est hyper stimulant, tu vois, et c'est hyper incroyable. Moi je suis fan des Pépites de France depuis que je connais le média. C'est un vrai rêve de pouvoir le racheter et de pouvoir l'avoir maintenant dans notre giron du groupe, tu vois. C'est incroyable comme kiff, tu vois. Et après derrière aussi, pour être tout à fait franc, c'était important aussi que nous on envoie ce message là de on est un groupe média. On n'est pas là pour se faire racheter, on est là pour racheter. Et c'était vraiment un sujet qui était important pour nous, de vraiment d'explication de, c'est un peu le gros terme que j'ai l'impression d'entendre 3 fois par jour depuis 5-6 semaines, qui est l'equity story. C'est quoi l'histoire que raconte ta boîte d'un point de vue capitalistique, stratégique, tout ce que tu veux? Bah, nous, l'histoire qu'on a envie que notre entreprise raconte et qu'on se bat pour que notre entreprise raconte, c'est des jeunes qui se sont dit, venez, on va réussir à structurellement changer la manière dont on a confiance ou pas dans les médias grâce à quelques manières différentes de faire. Et de ce point de vue-là, réussir à développer un groupe prospère dans les médias où en fait, à chaque fois qu'une boîte ou un média passera chez nous, on aura toujours un petit boost de confiance parce que les gens savent que nous,
il y a pas de filet de sécurité. Nous, c'est notre vie. Ouais, c'est-à-dire que moi, ça met un jour là, ça met demain matin, il y a un scandale sur Le Crayon a dit une fake news et ça a eu des conséquences graves et tout ce que tu veux. Il y a ma personne qui est en jeu, tu vois. C'est clair, et donc du coup, moi, je prends zéro risque là-dessus et je veux que les gens, ça soit très clair pour eux que, moi, j'ai vraiment, on joue notre vie, quoi, en fait, tout simplement. On joue notre putain de vie. Ouais, c'est clair. Et donc du coup, comme moi, je joue ma putain de vie et que je suis vraiment affiché, tu vois, je me planque pas. Je ferai jamais rien qui peut nuire à l'image que j'ai envie que les gens aient de nous, parce que c'est l'image que je pense qu'on mérite d'avoir vu le travail qu'on fournit pour cette transparence, cette qualité éditoriale, cet équilibre entre les différents trucs, cette tentative de jamais pencher d'un côté ou de l'autre de la politique sur Le Crayon, de jamais politiser les pépites de France, parce que ça n'a pas pour but d'avoir quelconque biais politique, de réussir à créer des marques fortes dans lesquelles les gens peuvent se retrouver, quoi, des nouveaux récits. Je pense que notre génération a besoin de beaucoup d'espoir, a besoin de beaucoup de nouveaux récits. Et c'est ça qu'on a vraiment envie d'impulser. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que même la boîte de communication, d'agence de création de contenu et de RP, le Surligneur, marche autant. Parce qu'en fait, on pousse des entrepreneurs et des entreprises à créer des nouveaux récits dans leur industrie. Et du coup, ça cartonne parce que les gens sont en mode putain, mais enfin, on nous parle comme on aurait aimé toujours nous parler. Ouais, je comprends totalement, ouais. Et du coup, les pépites de France, l'application, c'est quoi la strat marketing pour emmener les gens vers l'application? Vous avez le groupe média, Le Crayon, vous avez les pépites de France. Comment on amène des gens du compte Instagram vers l'application? Comment ça se passe? C'est une très 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 bonne question. Je vais pas tout révéler pour des questions de confidentialité et aussi parce que on n'a pas encore tranché sur tous les sujets. Mais en gros, le but, ça va être être l'acteur fédérateur. Donc de miser énormément sur, en gros, l'influence, les synergies du groupe, donc les 4 fondateurs et les 2 médias qu'on a, et la compétence en création de contenu pour des entreprises qu'on a acquises, de relations presse. Donc en fait, c'est comme si Le Crayon, c'était une forme de petite machine de guerre de communication, que du coup on mobilise pour nos clients, donc que ça soit les grands groupes, L'Oréal, BNP, MAF, Sanofi, Engie et tout. Et nos clients un peu plus start-up, tu vois, donc Tudigo, Yacon & Co, Risque Intel Media, Iconoclast et tout, et que ces 2 compétences-là qui nécessitent des choses différentes nous ont permis de développer un réseau et des compétences dans des domaines différents, que nous, après, on va être capable de remobiliser en interne pour nos propres projets. Et en fait, c'est aussi une manière pour nous de dire à tout le monde, c'est pas que on pense qu'on est très bon dans ce qu'on fait, c'est qu'on pense qu'on est tellement bon qu'en fait on va jamais faire appel à d'autres gens pour faire nous-mêmes nos propres projets. Et il se trouve, sans prétention, que pour le coup ça marche plutôt bien. Tu vois. C'est la meilleure preuve. Nous aussi on le fait, tu vois, avec nos apps, on crée des apps pour nous et des apps pour des clients. Et voilà, nos apps elles explosent, on sait que nos apps explosent, on peut faire exploser la vôtre, donc c'est vachement intéressant. Exactement. Et du coup toi tu débarques au client en disant moi j'ai fait 300 000 téléchargements, toi t'as fait quoi? C'est ça. Non, c'est pas mal. Non, c'est un bon. Et sans le côté, parce que ce discours-là il a l'air un peu, c'est un peu cavalier, un peu offensif, mais c'est aussi une manière de se dire, on a eu tellement de gens qui ont promis monts et merveilles dans en gros le côté un peu agence ou le côté prestation de service, que maintenant t'es en mode en fait moi sur le terrain je te fais la preuve par A plus B de ce que je suis capable de faire, donc comme ça il y a pas de question de t'y crois pas. Tu peux être en accord avec le prix, en accord avec la méthodologie, en accord avec notre stratégie ou pas. En revanche, tu peux pas contester que on est vraiment très très fort, parce qu'il y a quasiment aucun cas où en fait on est moins fort que toi à l'heure actuelle. Ah, c'est parfait, c'est intéressant. Ok, trop bien. Et écoute, pour finir, un petit conseil que tu donneras à quelqu'un qui veut lancer son app le plus vite possible et la faire exploser comme ça. Un peu quelqu'un qui dit je veux faire un release, pas forcément dans la politique. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. J'aime bien revenir toujours à ce principe fondamental que je trouve extrêmement pertinent, qui vient de The Family, l'incubateur, le feu incubateur The Family, qui était il y a une version 24 heures de n'importe quelle entreprise. Et donc ça veut dire que c'est à toi de trouver quelle est la version la plus petite de la proposition de valeur que tu veux faire. Et là, il se trouve quand même qu'on a un miracle depuis 1 an et demi qui est ChatGPT, et qui te permet potentiellement, même sans savoir coder, de pouvoir développer une version vraiment, même pas 0, une version -1 de ton projet, quoi, tu vois. Et cette version -1, tu l'envoies à tes potes, à ta famille, tu l'envoies en mode gaulerie, en mode genre, énorme, et tout ce que tu veux, regardez. Et là, tu vois tout de suite les réactions. T'as le cool, sympa, et le mec, c'est énorme. Et le mec, c'est énorme, c'est que t'es dans la bonne direction. Le cool, sympa, creuse pourquoi c'est pas bien. Creuse pourquoi c'est pas bien. Ok, trop bien. Et je pense que c'est ça. Et nous, on a un projet d'app avec Le Crayon à très long terme, mais c'est pas du tout le sujet du jour. Et ce projet-là, la version 101, on l'a construite en 36 heures avec Antonin, mon associé. Et elle existe aujourd'hui. Juste, on la met pas publiquement pour tout un tas de raisons. Mais on l'a pondu en 36 heures. Avec l'aide de ChatGPT.
Ouais, bah ouais, ça c'est un bon levier, faut s'en servir. Ouais. Moi, je suis à fond dedans. Souvent, on dit les devs, non, pas de ChatGPT. Si, à fond. Moi, je suis à fond dedans. Et si demain, je disais dans un autre podcast là, si on peut me dire, tu fais 10 apps par jour grâce à l'IA, bah j'y vais quoi. Franchement, je signe direct. De ouf. Et puis c'est surtout qu'en fait, la première le plus important, c'est commencer à essayer. Parce qu'aujourd'hui, je suis là avec un discours offensif parce que la boîte va bien et qu'on se développe bien et je suis trop content et tout. Mais que les gens aillent sur YouTube et regardent les premières vidéos du Crayon, quoi. C'est une catastrophe en vrai. Il fallait faire un tour. Mais vraiment, c'est horrible. Ça amuse les monteurs, ils pourront le mettre au montage et tout. Mais on les a laissés et on les a laissés. Ouais. On veut surtout jamais les supprimer parce qu'en fait, on veut montrer aux gens que y a pas de honte à avoir une version zéro de ton projet. Y a pas, surtout pas de honte parce qu'en fait c'est littéralement ça qui fait que t'as l'énergie d'aller au niveau au niveau 0. Enfin t'es d'abord au niveau -1, puis tu vas au niveau 0, puis tu vas au niveau 1, puis tu vas au niveau 2 et tu grandis. Et que c'est les discours qu'on va entendre d'entrepreneurs comme moi, mais il y en a quelques autres qui sont à peu près à mon stade de boîte dans l'écosystème, qui sont un peu connus et qui font des trucs stylés. Mais en fait tous ces gens-là, moi j'en connais beaucoup depuis leur début. On était tous juste des petits gars ou des petites meufs ambitieux qui ont les crocs, qui ont envie de faire des trucs un peu cool, qui ont envie d'essayer de faire évoluer des secteurs, de tenter leur chance, d'innover un peu, et qui aujourd'hui se retrouvent en position extrêmement confortable d'un point de vue de leur boîte, qui se développe bien. D'abord et avant tout parce qu'en fait ils sont passés à l'action massivement, tu vois. Ouais, bah ouais. Ils sont plantés plein de fois, mais t'y vas quoi, t'y vas. Nombre de fois je me suis tapé l'affiche et tout. Tu vois, et ça c'est juste. C'est un peu inévitable si tu veux faire des trucs qui, en fait, si tu veux pouvoir t'éclater dans ton travail en mode genre vraiment prendre beaucoup de plaisir dans ton travail, ça passera inévitablement par deux choses. La première, c'est accepter de faire des trucs beaucoup moins cool. Ouais. Et ça, on le dit pas assez, mais c'est quand même un truc que beaucoup de gens en fait refusent de faire. L'admin, le recrutement, le scaling, même potentiellement c'est con, mais des demandes de subventions pour des boîtes un peu early ou 20K, ça peut tout changer. Enfin, tu vois, des petits trucs comme ça que les gens font pas. Et la deuxième chose, c'est simplement le fait de pas comprendre que si tu fais 6 mois sur un truc, puis 6 mois sur un autre truc, puis 6 mois sur un truc, puis 6 mois sur un autre truc, au bout de 2 ans, t'as pas vraiment avancé. Ouais. Alors que si jamais t'avais fait 2 ans sur le même truc, généralement, tu commences à être meilleur que beaucoup de monde quand ça fait 2 ans que tu fais tous les jours, en te dégommant la tâche sur le même sujet. Ouais, bah ça on en parle souvent. On est 5 associés, du coup forcément bah t'en as qui veulent faire que un truc, il y en a qui veulent faire plusieurs trucs, et t'as tendance à vite faire 10 000 trucs différents. Donc ouais, c'est un gros sujet, ça, surtout sur les apps. Et vous, ça fait combien de temps les ignobles? Ça fait un an et demi. Tu vois, ça fait un an et demi que vous êtes en train de développer des apps. À quel point t'es meilleur aujourd'hui qu'il y a un an et demi? Ah bah ouais, c'est énorme. De toute façon, on l'a vu, nos premières apps, c'est catastrophique. Et à quel point tu seras meilleur dans un an et demi qu'aujourd'hui? Ouais, on verra, ouais. Mais ouais, c'est sûr que faut rester celui qui gagne, c'est celui qui reste le plus longtemps dans le jeu en tirant les bonnes conclusions à chaque leçon positive ou négative qu'il prend. Ouais, complètement. Et c'est ça le truc, et ça m'énerve qu'on n'ait pas un discours, qu'il n'y ait pas un discours suffisamment bruyant et suffisamment régulier sur cette question-là en France, en mode genre, en fait, à la fin, le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Le secret, c'est qu'en fait, il faut juste bosser dur et longtemps et espérer à la fin. Il y a une phrase qui vient de Star Wars que j'aime beaucoup, mais du coup, je vais la sortir, ça me fait kiffer, tu vois. Ouais. C'est si t'as besoin de voir le soleil pour être, si t'as besoin de voir la lumière pour être certain que le soleil va se lever, alors tu vas jamais tenir la nuit. C'est beau. Et j'aime beaucoup cette phrase-là parce que c'est littéralement la phrase de l'espoir en fait. C'est si jamais t'as besoin de la preuve que ça a marché pour le faire, alors d'autres gens le feront à ta place parce que eux avaient pas besoin d'être certains que ça va marcher. C'est beau. Et bah écoute, on va finir là-dessus. Dernière petite question, une personne à conseiller pour la prochaine saison du podcast. Là, je suis déjà évidemment Jules Simian de Extra Student. Quelle question, évidemment. Oui, c'est vrai, je le vois pas 300 000 utilisateurs, le plus gros réseau social étudiant français. Pas mal. Le mec, c'est un de mes meilleurs potes, il a 22 ans. Il a 21 ans ce bâtard. Il a 21 ans, Jules. Ouais. De 300 000 utilisateurs actifs sur son application. Ouais, vraiment c'est un truc de fou. Tu donneras les stats plus meilleurs que moi, j'ai pas envie de faire trop de conneries. Ouais. Des partenariats de ouf avec Sciences Po, avec j'ai plus toutes les trucs, enfin je peux plus faire tout le pitch à sa place, mais une équipe de dingue, un projet de ouf. Lui, il a été sorti Forbes. Enfin, c'est vraiment le genre d'entrepreneur qui fait kiffer sur le côté application, quoi, tu vois. Et bah parfait. Et bah c'est le prochain Extra Student. On va regarder ça, Jules. Et bah écoute, merci Valorant, super, top, hein, rapide, efficace, trop bien. Et bah merci beaucoup. Écoute, pour les pépites de France, pour Elise, on a bien débriefé ça ensemble. Et puis top. Et puis bah à bientôt. Hein. À très bientôt. Ciao.